Oui, mais c'est parce que vous sombrez dans le conspirationnisme le plus abject, monsieur Corias. Non, non, j'ai toujours en fait un petit ange sur l'épaule qui s'appelle Rudi Reichstadt et qui me dit: «Attention, là tu vas trop loin». Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais- Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? 2020, nouvelle année, nouvelle décennie, mais vieille ficelle du complexe militaro-industriel américain pour nous faire part de ses résolutions, à savoir la Troisième Guerre mondiale, c'est la question brûlante de cette actualité extrêmement brûlante, à laquelle nous allons tenter de répondre pour ce 16e numéro d'Only Hebdo. Bonne année à tous, c'est parti. On le voit ici aux côtés de l'ayatollah Ali Khamenei, le général Qassem Soleimani était le bras droit du guide suprême iranien et le chef de la force Al-Quds, très redouté à l'étranger et directement sous les ordres de l'ayatollah. Les deux hommes définissaient ensemble la stratégie militaire de l'Iran. Il était un exemple éminent du peuple éduqué de l'islam et de l'école de l'imam Khomeini. Il a passé toute sa vie au sein du djihad au service de Dieu. Aujourd'hui martyr, il est récompensé de ses efforts incessants de toutes ces années. Qassem Soleimani a entamé sa carrière militaire pendant la révolution iranienne de 1979. Après, il a rejoint le jeune corps paramilitaire des gardiens de la révolution et son unité d'élite, la force Al-Quds. Un an plus tard, la première guerre du Golfe éclate. Soleimani revient en héros, la force Al-Quds y a joué un rôle déterminant. Aujourd'hui, elle soutient les mouvements étrangers et religieusement proches de l'Iran, c'est-à-dire les chiites. Dès sa nomination à la tête d'Al-Quds en 2000, le général Soleimani apparaissait régulièrement sur le front. Al-Quds a joué un rôle particulièrement important dans les conflits impliquant les pays voisins. En Afghanistan, elle a combattu les islamistes talibans avec l'Alliance du Nord. En Irak, la cible c'était Daesh aux côtés des Kurdes. Al-Quds s'est également attaqué à l'État islamique en Syrie tout en soutenant le régime du président Assad. C'est pendant la guerre civile en Syrie que le général Soleimani s'est forgé cette image de stratège militaire tirant les ficelles pour défendre les intérêts iraniens. Pour étoffer sa faction, il recrutait en Irak et en Afghanistan des volontaires qui ont combattu en première ligne en Syrie. L'Occident accuse Al-Quds d'imposer militairement les intérêts politiques de l'Iran et de mener des opérations terroristes. L'Iran a déjà nommé le nouveau chef de la force Al-Quds qui devrait être sur la même ligne que son prédécesseur. Nous nous demandions quelle actualité commenter pour cette première émission de l'année 2020. Eh bien, nous sommes servis. Le 3 janvier, le principal chef militaire iranien, le général Qassem Soleimani, est assassiné par les États-Unis à l'aéroport de Bagdad, donc en Irak. D'ailleurs, un haut responsable militaire irakien, Abu Mehdi al-Mouhandi, a également été éliminé lors de cette opération qui est, soi-disant, officiellement, une réponse à l'attaque de l'ambassade américaine de Bagdad le 31 décembre 2019 par des manifestants irakiens qui seraient pro-iraniens. Une attaque de l'ambassade américaine qui, soulignons-le, n'avait pas fait de victimes. Donc voilà pour le contexte et pour les faits. Maintenant, en ce qui concerne l'analyse et la prospective, je ne vous cache pas, chers auditeurs, qu'une avalanche de questions s'abat sur nous. Coup de folie, coup de poker de Donald Trump. D'ailleurs, est-ce vraiment Donald Trump qui a donné cet ordre? Que s'est-il réellement passé? La Troisième Guerre mondiale trouve-t-elle là son élément déclencheur, comme les médias l'entonnent? Monsieur Corias, c'est un sacré foutoir. Alors, par quel bout prendre ce sujet pour aider nos fidèles auditeurs à y voir plus clair, d'après vous? Eh bien, en fait, c'est un sujet qui ressemble étrangement à celui du Liban qu'on avait attaqué, qui est extrêmement complexe parce que une foultitude de partis, de groupes paramilitaires, d'armées, de pays extérieurs, ils font une espèce de guerre plus ou moins larvée, plus ou moins civile, plus ou moins extérieure depuis des décennies. Et le conflit irakien, en réalité, ou le conflit irano-irakien, ou le champ du conflit irano-irakien, il y a quasiment un demi-siècle qu'il dure. C'est pour ça que moi, pour ce sujet, je me suis replongé dans l'histoire des deux pays. Alors, j'ai pas remonté jusqu'à Sumer et la Syrie, A-S-Y ou A-2-S-Y-R-I-E, mais je me suis intéressé au rapport changeant, rapprochement et éloignement entre les deux entités
l'Irak et l'Iran. Il faut savoir juste que l'Irak avant faisait partie de l'Empire ottoman, et en 1932, l'Irak a été créé par les Anglais pour, de toute façon, après la Première Guerre mondiale, surtout pour réduire l'Empire ottoman à sa plus simple expression, si j'ose dire, c'est-à-dire la Turquie. Ensuite ont été créés les autres pays, la Syrie, le Liban ou le Grand Liban, et surtout l'Irak. L'Irak, regorgeant de pétrole déjà à l'époque, étant important pour les lobbies militaro-industriels britanniques et américains. Bref, je ne refais pas tout l'historique. En tous les cas, cet Irak qui a été créé plus ou moins artificiellement, était basé sur un peuple majoritairement chiite. Je dis ça pourquoi ? Parce que c'était des Arabes chiites. Or, les Perses, s'ils sont chiites, sont des Perses. Les Iraniens sont des Perses chiites, mais pas des Arabes. Voilà, donc il y a un conflit arabe contre Perses qui dure depuis quelques siècles, mais ensuite, il y a eu, mais pas seulement, des conflits entre sunnites et chiites. Or, pas seulement des conflits, puisque les sunnites et chiites ont pu être ensemble à des moments donnés, par exemple contre la présence américaine dans les années 2000, et c'est là où le fameux Qassem Soleimani, le chef de la brigade Al-Quds, s'est illustré avec ses 10 000, 15 000, 20 000 ou 30 000 supplétifs, ou soldats, ou mercenaires, ou paras, enfin une armée très bien équipée, très bien entraînée, etc. L'Irak aujourd'hui, c'est un pays en décomposition qui a été par 2 fois réduit par les Américains, qui a été pilonné, on le sait, en 90, après l'invasion du Koweït, 90-91 plutôt, c'est en 91, en 90 le Koweït, 91 l'opération Tempête du désert, un pays qui a reçu autant, je crois, de tonnes de bombes que l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et ensuite en 2003, l'invasion définitive et la décapitation ou la pendaison, si l'on veut, du grand chef Saddam Hussein, et qui lui était un arabe nationaliste laïque. Bref. Eh bien, après avoir été réduit à sa plus simple expression administrative, ce pays, l'Irak, on ne sait plus où il en est. Il a subi 2 guerres civiles aux alentours de 2010 et 2004, donc dans les années 2000, des guerres civiles qui ont relancé les rapports de force justement entre chiites et sunnites, sachant que même chez les sunnites, il y a des baasistes sunnites et des salafistes sunnites. Et l'État islamique, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les sunnites salafistes et non pas baasistes, qui justement, eux, étaient plutôt laïcs, qui étaient la tribu de Saddam Hussein. Eh bien, ce sont eux qui sont à l'origine de la prise de Mossoul en 2014. Et les chiites se sont battus, les chiites de Qassem Soleimani se sont battus contre ces éléments sunnites salafistes ou takfiristes, c'est même plus précis, à partir de 2014. Et l'influence de l'Iran dans un Irak en décomposition a été évidemment de plus en plus grande. Et à ce moment-là, les Américains et les Iraniens travaillaient de concert contre l'État islamique, parce que les Américains ont quand même si on peut dire qu'ils ont été à l'origine du développement d'al-Baghdadi et sa bande, malgré tout, ils ont lutté contre l'État islamique, qui a fait beaucoup de dégâts dans le pays. Et surtout, quand ils s'en sont pris à Mossoul et au Kurdistan, si l'on veut, ou à la région nord plus ou moins autonome de l'Irak, à ce moment-là, les Américains sont intervenus pour essayer de contenir l'avancée. Mais c'est surtout l'arrivée des Russes en 2014-2015 qui a mis un terme au pouvoir de l'État islamique, à son fameux califat au nord de l'Irak et au nord de la Syrie. Bref, tout ça veut dire que la situation est extrêmement complexe et que les alliés d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui, iraniens et américains, depuis la fin de l'accord du nucléaire, se font une guerre larvée. Mais il faut dire aussi que à partir des années, je crois, 2004 ou 2008, entre les années 2004 et 2008, ce sont là les forces d'Al-Quds, donc de Qassem Soleimani, qui ont participé le plus durement, quasiment, au combat contre la présence américaine. Et il y a eu des combats très durs jusqu'en 2010. Ça a été la dernière année où il y a eu beaucoup de morts dans les conflits civils, mais dans les conflits civils, il y avait les Américains et il y avait Al-Quds, c'est-à-dire, si l'on veut, pour certains, pour simplifier, le Hezbollah, même si le Hezbollah vient du Liban. Bref, les alliances sont retournées aujourd'hui, les Iraniens se retrouvent face aux Américains
dans un Irak qui n'a plus tellement voix au chapitre en termes politiques. C'est l'Iran et c'est surtout Soleimani qui faisait en gros la politique de l'Irak, ce qui ne plaisait pas forcément aux sunnites. Et du coup, les alliances se sont renversées. Et aujourd'hui, les Américains se retrouvent face aux Iraniens et les autres se sont retirés. Il n'y a quasiment pas d'armée irakienne nationale. Elle a été démantibulée par les Américains, ce qui leur a été reproché. Résultat, ce sont des jeux d'alliance et des jeux de force extérieures qui viennent faire la loi. Et Qassem Soleimani, pendant des années, a fait la loi en Irak, jusqu'à ce jour où il a été abattu brûlé, comme dit Le Monde, brûlé carrément, dans son véhicule avec son secondant en Irak, et par un tir de drone américain. Voilà, sur des renseignements américains ou israéliens, on ne sait pas encore. Ça viendra peut-être l'information. Oui, alors c'est par un tir de drone américain, effectivement, sur le tarmac de l'aéroport de Bagdad, au retour de Damas. Apparemment, le commandant Soleimani revenait de Damas à ce moment-là. Alors effectivement, c'est intéressant de repréciser ce que représente la force Al-Quds, dont Soleimani était le commandant, puisque c'est une force spéciale qui est dédiée aux interventions, une force spéciale, on va dire iranienne, qui est dédiée aux interventions à l'étranger, et principalement en Irak, au Liban, en Syrie, en Palestine et au Yémen. Donc finalement, on pourrait en déduire que Al-Quds et donc Soleimani était le coordinateur international de ce qu'on appelle l'axe de la résistance. C'est ça. Et sa disparition force peut-être l'histoire, nous force peut-être à remettre en cause l'existence, la légitimité ou la puissance de l'axe de la résistance. Oui, de l'axe chiite qui va de Téhéran à Beyrouth en passant par Damas et Bagdad, plus ou moins. Attention, alors bon, aujourd'hui, si la mort de Qassem Soleimani est avérée, je dis bien si, c'est devenu un martyr, je crois le 13e imam parmi les martyrs du chiisme. Si c'est avéré, il a déjà été remplacé, et surtout lorsqu'on est exposé comme il l'a été dans les combats, c'est quelqu'un qui a presque 40 années de combat et de guerre et de stratégie derrière lui, qui a été la cible des Israéliens et des Américains pendant longtemps, où ils se sont demandé, les deux pays se sont demandé s'il fallait l'éliminer. D'ailleurs, des tentatives ont eu lieu. Bon, ce type ce chef militaire a été ciblé, et donc les Iraniens savaient très bien qu'ils pouvaient un jour ou l'autre y passer. Parce que les Israéliens, dans leur technique, ont pour habitude, comme on dit, d'éliminer les chefs politiques et militaires chez leurs ennemis. Et ils ont fait avec les Palestiniens, ils ont essayé avec les Syriens, les Égyptiens, etc. Donc c'est une méthode éprouvée, qui évidemment ne correspond pas au droit international, mais s'assoit dessus. Et la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, sous le nom de Trump, l'Amérique applique une méthode israélienne, c'est-à-dire élimine un ennemi peut-être militaire, mais surtout politique. Parce que Qassem Soleimani, il a les deux casquettes. C'est en gros le fils préféré, entre guillemets, du guide suprême Ali Khamenei, ou Khamenei, pour ceux qui ne prononcent pas le cas, ou qui le prononcent, pardon. Et donc, cette élimination, ou décapitation, comme on dit, décapiter ou capite la tête, pose problème, parce que c'est un acte politique, et normalement, les Américains n'agissent pas de la sorte. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Trump, du Pentagone, pas du Congrès, parce que le Congrès n'a pas été consulté, et d'ailleurs il s'en plaint, pour justement éliminer un ennemi politico-militaire avec effectivement un danger derrière? C'est la question que se pose tout le monde et qui a surpris tout le monde. Et comme vous l'avez dit dans votre intro, coup de poker ou alors coup de folie, absolument, d'un Trump qui appuie sur le bouton parce qu'il pète les plombs avec ses hamburgers le soir dans la Maison-Blanche tout seul, avec son club de golf à côté, on ne sait pas. Et peut-être que l'avenir nous le dira, s'il y a un avenir, parce qu'il y en a qui parlent carrément de guerre mondiale. On n'y est pas encore, puisque la réponse des Iraniens, comme il a été annoncé d'ailleurs par le guide suprême, sera forte et à froid. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre tout de suite à une attaque des intérêts américains.
en Irak ou dans le Golfe ou même ailleurs, hein, sachant que la force Al-Quds a travaillé dans beaucoup plus de pays que vous avez énoncés, puisqu'on a su ou on a appris qu'elle a travaillé, entre guillemets, jusqu'en Afghanistan, contre les Américains, et à un moment donné, plutôt puisqu'elle était du côté du commandant Massoud, et ensuite, après, contre le président Karzai, mis en place par les Américains. Donc là aussi, on voit qu'il y a une projection importante de cette force, je le rappelle, très bien équipée et stratégiquement très au point, qui permet d'organiser des coups militaires, certains diront des attentats, dans les pays qu'elle veut. D'ailleurs, l'attentat, je crois, anti-israélien en Bulgarie en 2012 a été attribué au Hezbollah, et certains parlent de la force Al-Quds. En parlant du Hezbollah, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une séquence où le Liban est très très affaibli par une crise bancaire. Là, depuis quelques mois, on a fait une émission là-dessus. Donc, quand on parle du Liban, on parle effectivement du Hezbollah. Et donc, quand on parle là du général Soleimani, finalement, il y a certainement un lien. Et donc, tout ça nous pousse peut-être à reconsidérer l'impact et l'influence et l'importance encore une fois, de l'axe de la résistance dans les prochains mois. Alors, est-ce que c'est une stratégie américaine pour forcer l'axe de la résistance à se repositionner, les pousser à la négociation ou les pousser à la guerre? C'est une vraie question. Et c'est vrai que quand on s'intéresse au positionnement de Donald Trump, on n'a pas forcément de réponse explicite, par définition, puisque Trump a revendiqué l'ordre de l'exécution du général Soleimani, mais en même temps, il a dit ne pas chercher un changement de régime en Iran, il a dit avoir un profond respect pour le peuple iranien, et il a dit qu'il ne voulait absolument pas commencer une guerre, mais qu'il avait plutôt fait ça pour arrêter la guerre. Et c'est ce qui est intéressant, parce qu'on sait toujours que Trump, qui a l'air de déconner pour beaucoup de journalistes français, dit parfois des choses à tiroir, premier degré, comme dit Alexis Cossette, mais derrière, il y a une explication. Et quand Trump dit qu'il ne veut pas de regime change, cette fameuse technique américaine pour renverser les pays qui ne lui sont pas favorables, et qu'il apprécie, ou en tout cas respecte le peuple iranien, c'est un message envoyé à ceux qui, justement, sont contre, comme vous dites, le pouvoir des mollahs qui se trouve sur le terrain militaire incarné par la force Al-Quds, et donc ce pouvoir à la fois militaire et agressif dans le sens militaire du terme, qui va se projeter dans les autres pays et profiter de la déstabilisation de l'Irak. C'est une réalité. Eh bien, aujourd'hui, avec les événements qu'il y a en Iran depuis quelques semaines, avec même quelques mois, avec les manifestations qui sont dues je dirais à la frustration du peuple iranien qui ne voit pas d'avancées économiques qui sont évidemment bloquées par les Américains qui ont décidé de faire un véritable blocus à la fois bancaire et économique autour du pays. Et bien évidemment, les troubles sont fomentés. Il n'y a même pas besoin de CIA à l'intérieur du pays, ni même d'Israël, pour que des troubles sociaux naissent et engagent les milices des mollahs à intervenir, les gardiens de la révolution, et à réprimer les émeutes qu'il y a eu ou les manifestations. Alors, évidemment, les journaux anti-iraniens comme Le Monde parlent déjà de centaines de morts, mais rien n'est vérifié. En tous les cas, il y a eu des scènes, effectivement, de violence des deux côtés. Et ce que vient de dire Donald Trump, après ce tir, cette décapitation, voilà, ça a un sens, ça veut dire, en gros, nous, on va réduire la partie agressive du pouvoir iranien, et une partie agressive qui ne plaît peut-être pas au peuple en ce moment, justement parce que le peuple attribue ses problèmes économiques à la partie trop anti-américaine ou trop anti-israélienne de son gouvernement ou de son guide. Et d'ailleurs, Qassem Soleimani incarnait, s'il est mort, ce côté à la fois agressif, très anti-israélien et anti-américain. Et en plus, il lui avait été proposé, ou en tout cas le peuple, parce qu'il était très populaire, à 80 ou 83%, grâce à ses victoires militaires, attention, pas forcément son positionnement politique, mais il était pressenti pour devenir un jour éventuellement président. Il avait dit que non, pas question, etc. Or, à 62 ans, il avait, après peut-être une grande carrière militaire, puisqu'il avait commencé lors de la guerre Iran-Irak en 79, il était tout jeune, je crois, une vingtaine d'années,
il avait une possibilité de devenir quasiment le futur guide après Ali Khamenei. Voilà, donc on a là un message de Trump qui s'adresse en gros aux Iraniens en disant « Moi, je décapite le symbole un peu de l'Iran agressif qui vous cause tant de problèmes ». Et c'est peut-être là le sens, à mon avis, de cette petite phrase que d'aucuns pourraient trouver complètement insolite, alors qu'il y a un acte de guerre véritable, puisque même BHL l'a dit, il a dit « nous sommes en guerre ». Enfin, lui, quand il dit « nous », c'est un peu l'Amérique, mais contre l'Iran. Le fait est qu'il n'y a pas forcément de contradiction entre l'élimination, si elle est avérée, d'un chef militaire et la main tendue au peuple iranien. Et c'est peut-être même un moyen de soutenir le peuple iranien en lutte contre, parce qu'il y a une partie qui est en lutte, contre son gouvernement ou sa dominance qui est peut-être jugée trop anti-occidentale. Sans compter que le régime iranien est quand même assez obscur, assez paralysé par un mode de fonctionnement parfois un peu particulier, entre d'un côté le gouvernement et de l'autre les gardiens de la révolution islamiste. Et effectivement, comme vous l'avez dit, peut-être que Trump force un peu le régime iranien à prendre position d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, si Soleimani avait été président, on peut l'imaginer, pourquoi pas, effectivement, il aurait peut-être poussé au durcissement des relations et peut-être à la guerre contre Israël parce que c'était un antisioniste avéré, et ça aurait pu, enfin ça ne rentre pas forcément en adéquation avec la vision de l'administration Trump du Proche-Orient qui semble-t-il tend plutôt vers un processus de paix global sur un mode économique. Oui, parce qu'il a envie de se débarrasser des emmerdements américains au Proche-Orient pour se concentrer, on l'a dit plusieurs fois, sur la Chine, parce que c'est ça le grand bras de fer aujourd'hui américain, et c'est surtout ça qui conditionne le futur de l'économie américaine et aussi le futur militaire. Trump veut se désengager du Proche-Orient. Alors évidemment, là, il a envoyé 3000 paras en Irak pour essayer de contrôler ce qui peut encore déborder, ou peut-être les milices pro-iraniennes en Irak, qui ont juré de venger leur chef ou leur idole. Mais peut-être que ces 3000 paras envoyés en urgence ne sont pas durables sur le sol irakien. C'est un bourbier, l'Irak, comme l'Afghanistan est ou a été un bourbier pour les Américains. Et Trump, qui a réduit au départ le nombre de soldats de 8000 à 5000, etc., veut aussi s'en désengager. Pour lui, ce sont des guerres qui coûtent cher. Effectivement, ça coûte cher à l'Amérique. Et ce sont des guerres qui ne rapportent que des morts et pas forcément, sauf pour quelques faucons du Pentagone, de la gloriole aux États-Unis. Il ne faut pas croire que les Américains applaudissent à chaque guerre extérieure. Ils ne sont pas fous non plus. Ils savent très bien que voilà, il y a des sacs noirs qui reviennent et que ça coûte énormément d'argent et ça impacte les programmes sociaux, le développement économique. Bon. Et Trump, effectivement, a envie, tous les présidents américains ont eu envie de faire la paix au Proche-Orient, avec plus ou moins de talent. Clinton a essayé, mais il a eu déjà Netanyahou, qui n'était pas Premier ministre, mais qui était dans ses pattes à la fin des années 90, etc. Ça a été très compliqué. Même George Bush père a eu un Premier ministre israélien qui, lui, ne voulait rien entendre, etc. Donc c'est difficile pour l'Amérique de faire plier son allié sur place, Israël, pour obtenir une paix. Israël, en fait, n'en veut pas vraiment. Mais si Israël veut la déstabilisation ou le chaos des pays voisins, on pense à la Syrie, à l'Irak ou à l'Iran, elle ne veut pas non plus les pousser à la guerre, parce que Israël, quand il s'agit de tirer sur des femmes et des enfants, ça c'est encore possible, mais face à des armées aguerries, comme par exemple celle de l'Iran, même si l'Iran n'a pas la primauté aérienne, ça peut être beaucoup plus compliqué, et surtout avec des troupes comme la brigade Al-Quds, qui est sur les terrains de guerre depuis des années, quasiment des décennies, c'est autre chose que de se battre contre des gens sous-armés, etc. Et voilà, donc la crainte d'Israël, on l'a vu aujourd'hui, puisqu'ils ont augmenté aussi leur niveau de sécurité, fait penser que c'est pas qu'ils ne sont pour rien dans ce tir sur Soleimani, mais ils n'en ont pas forcément un intérêt majeur, même si Soleimani faisait partie de leur cible. Mais ils avaient soi-disant la possibilité de l'éliminer, alors peut-être que Obama à l'époque avait refusé, puisque Obama était en
en poste lorsque Soleimani se battait contre les Américains en Irak, hein, je l'ai dit au début, au milieu des années 2000. Et donc, les choses sont tellement confuses aujourd'hui qu'on ne peut pas dire cui bono, à qui profite le crime, même si, au fond, un affaiblissement extérieur des Iraniens profite évidemment à Israël, puisque les Iraniens étaient carrément à leur porte en Syrie, à côté quasiment de la frontière, et puis menaçant le plateau du Golan, qui appartient, je le rappelle, historiquement à la Syrie, et que la Syrie revendique et que les Israéliens ne veulent pas lâcher. Alors, cui bono, effectivement, c'est une question à tiroir. Est-ce que Trump, lui, a vraiment un intérêt à déclencher la Troisième Guerre mondiale, en plus en pleine période électorale? Franchement, on voit pas vraiment de raison. Par contre, effectivement, il y a peut-être un coup stratégique, géoéconomique, hein, et diplomatique qui a été joué. Mais c'est aussi un jeu. Si tel était le cas, c'est un jeu dangereux joué par le président américain, parce que ça pourrait se retourner contre lui. Parce que, comme on le sait, aux États-Unis, Donald Trump est quand même menacé par les démocrates et ses ennemis de destitution à longueur de journée, et même d'appel au meurtre. Enfin, en tout cas, il ne se prive pas d'appeler à son élimination, lui aussi. Et on pourrait imaginer, dans un scénario un peu catastrophe, que les ennemis intérieur de Donald Trump profite de ce climat de guerre pour assassiner le président américain et faire porter le chapeau à l'Iran. Pourquoi pas? Alors là, vous allez loin, mais tout est possible, ce qui voudrait dire que lui, peut-être, n'a pas mesuré l'impact d'un appui sur le bouton rouge en décidant d'éliminer un chef politico-militaire. Là, aujourd'hui, c'est trop frais, de toute façon, pour comprendre. Et même s'il y en a qui se livrent déjà à des analyses poussées, au-delà des débats qu'on voit sur France 5 ou Canal+, où c'est toujours les mêmes rengaines en disant... ça rappelle un peu, pendant la guerre du Golfe, les Français qui commentaient les images de CNN et qui n'avaient pas beaucoup d'informations, ou en tout cas l'armée qui n'en donnait pas, parce que la France était sur place pendant Tempête du désert, et qui se ridiculisaient. Aujourd'hui, on ne va pas se ridiculiser en faisant de la proximospective ou même de la prospective sur ce sujet, mais par contre, on peut déjà voir qu'il y a pas mal de directions intéressantes, et il y en a une qui a été donnée, je crois que vous l'avez mis en ligne, par Alexis Cossette, hein, le Québécois, qui nous a fait une drôle d'analyse. Je voulais revenir dessus assez rapidement, parce que lui, en gros, hein, pour ceux qui vont voir la vidéo, qui dure à peu près 30-35 minutes, il explique que Soleimani est mort depuis un certain temps, un peu comme Baghdadi ou Ben Laden, et que les Américains ont joué, et surtout Trump, main dans la main avec le régime iranien, une élimination un peu fantasmatique et du guide, qui est devenu aujourd'hui une guerre nationale, en réalité parce qu'il y a un deal que le Soleimani aurait empêché en étant vivant. En gros, des tractations continueraient à avoir lieu entre le pouvoir iranien et Donald Trump, un peu comme avec la Corée du Nord, hein, dans le dos ou alors par-dessus le Pentagone ou le lobby militaro-industriel américain, et l'élimination, même factice, d'un Qassem Soleimani qui serait mort déjà, alors je crois qu'on parle de 2012, permettrait de faire avancer les choses et de faire justement baisser la tension. Même si, dans ce qu'on appelle la rue iranienne, il y a toujours des manifestations avec des pancartes, gloire aux martyrs, etc. Mais ce qui ne veut pas dire que le pouvoir iranien déclencherait justement des représailles, et un cycle de représailles qui mènerait, un peu comme à Sarajevo en 1914, à un conflit généralisé. Et moi, je me suis intéressé à cette hypothèse. Pourquoi ? Parce que, avec les Américains et l'élimination de Baghdadi il y a peu de temps, complètement bizarre, et celle de Ben Laden encore plus bizarre, alors que Ben Laden était censé être mort 3 ou 4 fois, je crois, eh bien, il est possible qu'une mise en scène ait eu lieu. Et je me suis intéressé aux photographies, elles sont rares, de Qassem Soleimani, photographies qui sont parues, parce que c'est quelqu'un en fait de très secret, hein, carrément un service secret extérieur, hein, un peu comme le SDES en France avant. Eh bien, Soleimani apparaît souvent sur les terrains d'action de sa force Al-Quds, et fait des selfies avec ses soldats pour
pour les booster, je suis désolé, c'est un terme américain, et en fait pour relancer leur motivation, et ils sont tous derrière, et on voit souvent Soleimani devant avec les soldats qui hurlent, qui applaudissent ou qui le félicitent. Et parfois, on a l'impression que ces photographies de Soleimani sont un peu plaquées sur les troupes, un peu devant, comme s'il y avait eu un détourage. Alors je dis pas que le pouvoir iranien, depuis un certain temps, essaie de faire de Soleimani, qui est mort éventuellement avant, un héros qu'on conserve pour la galerie, pour la gloriole, mais tout est possible quand l'Amérique dit on a éliminé un grand ennemi de l'Amérique. Souvent, ça sent le fake. Et là, on verra si des photographies datées et prouvées de Soleimani, datant par exemple de 2019, sortent vraiment dans la presse. C'est pas vraiment le cas. Alors, il y a eu des réunions, par exemple, une photo a été sortie sur le site et c'est ça ce qui est étonnant, de Ali Khamenei, donc le guide suprême, ou Khamenei pour sûrement IR. Cette photo représente le guide suprême Ali Khamenei, plus Hassan Nasrallah, on le sait, le chef du Hezbollah au Liban, et plus Qassem Soleimani en tenue civile à côté, tous les trois posent. Est-ce que c'est une photo qui date de 2019, je crois de septembre, comme certains l'ont dit, ou est-elle beaucoup plus ancienne? On sait que Hassan Nasrallah est venu quelquefois chercher ses ordres à Téhéran. C'est quelqu'un qui vit caché, on le sait, comme Moqtada al-Sadr, le responsable de milice qui s'est opposé très durement aux Américains à partir de 2003-2004 en Irak, qui lui aussi vit de manière cachée. Donc ses soutiens iraniens, en général, ne se montrent pas, ou très peu, parce que sinon ils deviennent des cibles. Or, on voit beaucoup de photos de Soleimani avec ses soldats, et on a l'impression un peu d'une représentation à la soviétique ou à la chinoise. Voilà, donc c'est une piste à creuser, et on peut toujours se poser la question avec les Américains. Et moi, je me la suis posée, et pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Oui, mais c'est parce que vous sombrez dans le conspirationnisme le plus abject, monsieur Corias. Non, j'ai toujours en fait un petit ange sur l'épaule qui s'appelle Rudi Reichstadt, et qui me dit attention, là tu vas trop loin, ne réfléchis pas trop. Donc je préfère revenir en arrière et lire Le Monde et Le Figaro. Alors dans le domaine, Le Monde est beaucoup plus con que Le Figaro, je suis désolé de le dire. Le Figaro, même si c'est Malbruno qui est un peu à la baguette, même s'il a un positionnement, je dirais, légèrement pro-américain et pro-israélien, disons qu'on apprend plus de choses dans Le Figaro que dans Le Monde. Mais aujourd'hui, on a beau ratisser, mais j'ai ratissé des dizaines de sites en anglais, en français, et de journaux, personne ne sait grand-chose sur ce Soleimani. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a même un responsable ou un spécialiste américain de la défense qui l'a appelé Kaiser Soze. Et Kaiser Soze, pour ceux qui ne savent pas, c'est le héros fantôme et que tout le monde craint, et dont on doute même de l'existence, du film Usual Suspects, que je recommande pour ceux qui ne l'ont pas vu, sans regarder le résumé sur Wikipédia. Kaiser Soze, voilà, c'est un fantôme, c'est quelqu'un qui est partout et nulle part, c'est quelqu'un qu'on voit sur tous les conflits, c'est quelqu'un qui augmente son propre fantasme et qui est presque une fabrication. C'est une fabrication non pas marketing, mais en tous les cas, c'est une image, c'est une idole, c'est une icône, et Soleimani était cette idole. Alors Soleimani a-t-il été vraiment brûlé, comme l'écrit Le Monde, il y a quelques jours par une frappe américaine, ou était-il déjà mort? L'avenir nous le dira. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Première émission de l'année, on a commencé avec du lourd, mais bon, quelque part, Donald Trump nous a peut-être sauvés, nous aussi, du traitement de l'affaire Matzneff, sur laquelle on reviendra peut-être la semaine prochaine. Nous ne sommes pas des lâches, nous traiterons l'information, si elle est encore d'actualité, la semaine prochaine. En attendant, chers auditeurs de RFM, vous pouvez a priori sortir de vos bunkers, avec précaution néanmoins. On se retrouve la semaine prochaine et bonne année à tous. Je voulais juste ajouter une chose, monsieur Debrag, si vous me le permettez. Allez-y. Je voulais dire qu'on parlera de Matzneff peut-être la semaine prochaine si une frappe venant d'un drone ne le transforme pas en torche humaine. Voilà. S'il est encore vivant d'ici là.